Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. L'Institut pour la recherche en santé publique est ravi de vous accueillir pour ce troisième café de l'IRESP. Pour ceux qui nous rejoignent, nos cafés se présentent comme des formats courts d'une demi-heure, toniques, et dont l'objectif est de valoriser des résultats de recherche financés dans le cadre de nos appels à projets. Notre pari, c'est de consacrer une partie du café à la présentation de résultats d'une recherche finalisée ou qui arrive à son terme, puis échanger tous ensemble sur le sujet. Avec ce format synthétique, nous souhaitons ouvrir la recherche à celles et ceux qui n'ont pas toujours la possibilité de consacrer des temps longs autour de résultats de recherche ou qui veulent découvrir une nouvelle thématique de santé publique ou bien simplement qui veulent passer un moment riche avec un scientifique à l'heure du café. Pour ce troisième café, nous sommes ravis d'accueillir Madame Virginie Vinel, professeure de sociologie et d'anthropologie au laboratoire de sociologie et d'anthropologie de l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Madame Vinel, vous pouvez allumer votre caméra. Madame Vinel nous présentera les résultats de sa recherche intitulée PASMAC, passage d'âge et maladies chroniques, les trajectoires de soins des 12-21 ans atteints de diabète de type 1 ou d'asthme. Le projet PASMAC a été financé dans le cadre de l'appel à projet Services de santé de 2016 et a été finalisé tout récemment en septembre 2021. Un temps d'échange d'une dizaine de minutes est prévu en fin de café, alors n'hésitez pas à poser à tout moment vos questions par écrit dans le chat et nous les distribuerons à Madame Vinel juste après sa présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Vinel. Je vais couper ma caméra et je vous souhaite à tous un bon café. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à l'IRESP et à l'INSERM de me permettre de présenter cette recherche que nous avons menée donc dans le cadre du laboratoire de sociologie et d'anthropologie de l'Université Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec l'UMR Dynamiques européennes de l'Université de Strasbourg. Nous sommes une équipe de sociologues et d'anthropologues et nous avons travaillé également en étroite collaboration avec des médecins et des éthiciens. Nous avons donc mené cette recherche sur des jeunes, avec des jeunes qui ont une maladie chronique. Actuellement, on estime entre 3% et 15% les moins de 18 ans ayant une maladie chronique en France. Et particulièrement, l'asthme est la première maladie des moins de 18 ans, chronique, et le diabète de type 1 est en augmentation. Donc, ces maladies qui sont débutées à l'enfance, eh bien, elles posent le problème de la continuité des soins entre l'âge pédiatrique et l'âge adulte. Le diabète de type 1 est une maladie létale et donc, lorsqu'elle se manifeste ensuite, l'individu est insulinodépendant à vie. Et l'asthme, comme on le verra, est beaucoup plus variable, mais elle reste une pathologie dangereuse. Dans ce contexte, nous avons posé comme question, d'une part, en quoi l'avancée des adolescents vers l'âge adulte entraîne une reconfiguration des relations de ces jeunes aux professionnels de santé, aux services et à leurs maladies. Il s'agit donc bien d'une étude des pratiques et de représentation des individus en ce qu'elles sont partagées, en ce qu'elles sont récurrentes, mais aussi singulières. Comment se déroulent les transitions de l'enfance au début de l'âge jusqu'à l'âge adulte, le tout début avec une maladie chronique, et notamment comment se passe la transition pédiatrique et médecine adulte. Là, nous sommes dans une sociologie des passages d'âge que nous avons déjà abordé avec ma collègue Nicoletta Diasio. Comment les enfants et ces jeunes atteints d'une maladie chronique gouvernent-ils leur trajectoire de soins? Donc, on estime, en suivant Strauss et Corbin, ce sont des sociologues américains, que les trajectoires de soins, bien entendu, sont produites par les services et les professionnels de santé, mais elles sont aussi construites en interaction entre professionnels et patients. Et notre recherche était aussi animée par cette question: quels sont les usages et les perceptions des services de santé par les jeunes, les adolescents? Et donc, il s'agit là de prendre en compte le point de vue des enfants et des adolescents
en considérant qu'ils sont des acteurs du monde qui les entoure. Nous avions une méthodologie mixte, à la fois qualitative et quantitative, une enquête qui a duré de 2018 à 2020 avec 91 jeunes de 11 à 22 ans rencontrés, des entretiens semi-directifs également avec 77 professionnels de santé, des observations réalisées dans 3 CHRU, 8 services et une enquête quantitative par questionnaire en ligne qui nous a permis de recueillir 268 réponses dans toute la France. Alors bien sûr, la recherche ne veut pas être généralisée à toute la France. Nous avons travaillé dans certaines régions, mais elle donne plusieurs éléments quand même de compréhension. Je vais vous présenter plutôt des résultats du point de vue des adolescents et des jeunes en 4 points. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la population rencontrée, les jeunes qui ont un diabète de type 1 sont majoritairement suivis à l'hôpital, comme vous le voyez, 82% d'entre eux. C'est un suivi régulier. Ils vont tous les mois ou tous les 3 mois lorsqu'ils sont en pédiatrie ou de tous les 3 à 6 mois lorsqu'ils sont suivis en diabétologie adulte. Et lorsqu'ils ne se présentent pas, en pédiatrie notamment, ils vont être rappelés, leur famille en tout cas, leurs parents vont être rappelés pour voir ce qu'il se passe. Il n'en est pas du tout de même avec les jeunes qui ont de l'asthme. La majorité sont suivis en libéral, 20% à l'hôpital et 4% dans les deux types de soins. Les trajectoires des jeunes avec asthme sont beaucoup plus discontinues, la prise en charge est plus dispersée et le plus souvent, donc, ces jeunes sont suivis par un médecin non spécialiste et en libéral, comme je le disais. À ce moment-là, le patient et sa famille est plus responsable, en fait, doit vraiment prendre en charge sa trajectoire. On ne va pas le rappeler s'il ne vient pas. Les jeunes avec un diabète de type 1, eh bien, ils sont plutôt très satisfaits de leur suivi, majoritairement, comme on l'a dit, à l'hôpital. Particulièrement, les médecins, les infirmières spécialisées jouissent d'une très grande reconnaissance. Et même les consultations trimestrielles, que l'on pourrait se dire assez lourdes quand même, eh bien, ils trouvent que ça les oblige à se remettre dans leur maladie, à se remotiver dans leurs soins. Ils apprécient beaucoup moins les journées passées à l'hôpital de jour, ça c'est surtout en pédiatrie, et surtout lorsqu'il y a des semaines proposées par les hôpitaux pour faire de l'éducation thérapeutique. Passer une semaine de vacances à l'hôpital, ça ne leur dit pas vraiment, d'où le peu de succès souvent de ces séjours proposés. Ils sont aussi un peu plus réservés sur les infirmières libérales et scolaires qu'ils trouvent moins compétentes qu'eux. En ce qui concerne les jeunes qui ont de l'asthme, eh bien, comme on l'a vu, leur suivi est assez irrégulier, mais ce n'est pas remis en cause par ces jeunes qui ne souhaitent pas être davantage suivis. Pour autant, du coup, on observe quand même une assez faible observance des traitements de fond, et ceci est dû à plusieurs éléments. D'une part, on voit un affaiblissement des symptômes à l'adolescence pour une bonne partie d'entre eux. Il y a aussi, disent-ils, peu d'explications sur l'utilité de ces traitements de fond parce que peu d'éducation thérapeutique du patient, en tout cas dans les secteurs où nous avons travaillé. Ils observent aussi, ces jeunes, et nous l'avons observé nous-mêmes en les suivant dans les services, une assez faible coordination entre les professionnels et parfois un peu de désarroi des adolescents qui, par exemple, vont aller faire des examens, vont attendre pendant un certain temps pour revoir un médecin, puis ensuite être envoyés à leur professionnel qui les suit d'habitude. Enfin, ça manque de cohérence, on va dire. Pour certains, il va y avoir un retour de très forte crise vers 18-20 ans qui les amène à des urgences et qui leur font très peur, comme là, Sarah, 21 ans, qui a un asthme sévère et qui nous dit avoir frôlé la mort et se sent maintenant plus responsable. Elle a réinvesti ses soins et notamment en étant accompagnée par une pneumologue qui dit c'est la seule qui m'a parlé vraiment clairement et donc j'ai repris des responsabilités dans mes soins.
En ce qui concerne les jeunes de DT1, au niveau de leur perception de la maladie, eh bien, ils sont très socialisés, comme on l'a déjà dit, à la culture médicale, en fait. Hein. Donc, ils ont des connaissances techniques, bien sûr, qu'ils acquièrent au fur et à mesure de l'avancée en âge, mais ce n'est pas l'âge seulement qui joue. Hein. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Ce n'est pas linéaire non plus. En tout cas, ils ont des compétences techniques pour savoir faire leurs soins, qui sont quotidiens à plusieurs reprises dans la journée. Bien sûr, avec un support parental et un support professionnel pour certains. Et ils ont un savoir sensible sur leur corps qui va leur permettre de connaître, de voir quand est-ce que les hyperglycémies, les hypoglycémies peuvent arriver et adapter aussi, ajuster leur traitement. Ceci dit, pour beaucoup d'entre eux, quand même, ce traitement est considéré comme très lourd. Vous voyez Lola, 18 ans, qui nous dit bah oui, mais quand tu es jeune, tu manges un peu n'importe quoi, n'importe quelle heure, et en fait là, je ne peux pas. Et donc, je trouve que le diabète, c'est une maladie d'adulte. D'autres, par contre, vont avoir une vie plus normalisée, qui souvent, quand même, est due aussi à un support parental important qui réalise une grande partie du travail médical. Alors, les jeunes qui ont de l'asthme, comme vous le voyez là depuis le début de cette présentation, c'est assez différent. Hein. Et c'est une maladie qui est souvent perçue comme peu grave. Ces jeunes sont peu médicalisés. Il y a aussi une grande variabilité de l'asthme, tant dans les degrés et les types. Lorsqu'il y a un asthme juste d'effort ou allergique, léger ou modéré, c'est une maladie qui est vécue vraiment par intermittence. Il y a aussi une méconnaissance en partie, en tout cas dans la majorité de ceux qu'on a rencontrés, une méconnaissance de la maladie. Par exemple, Yasmine qui nous dit oh bah j'avoue, je ne sais plus trop, c'est un problème respiratoire, ou Lila, oh bah c'est un truc dans les poumons. Et on observe surtout une gestion de la maladie par crise, surtout par la prise de la ventoline, qui est le médicament qui va être emporté partout, qui sait être utilisé, mais qui est vraiment le médicament le plus utilisé. Ils ont aussi des compétences qu'ils vont acquérir au niveau de leur corps. Quand elles sentent aussi que la crise peut arriver, eh bien, ils vont réguler leur souffle, ils vont essayer de gérer leur stress. Il y a toute la question aussi de l'habitat lorsque ce sont des asthmes liés à des allergènes qui va être travaillé avec les parents également. On a observé parfois une incompréhension entre les jeunes qui ont de l'asthme et les professionnels. Chacun, puisqu'on a interviewé les uns les autres, se renvoie un peu la balle sur la discontinuité du suivi. Donc, les professionnels vont plutôt dire que c'est la crise d'ado qui fait ça. Hein. Les ados ne sont pas vraiment ne font pas leur suivi, voilà, ils ont trop de choses à faire. Et puis, les jeunes eux-mêmes disent « Ah bien, on ne m'a pas vraiment expliqué ». Dans notre recherche, nous avions aussi donc une focale très importante sur la question des transitions. Notre hypothèse était que les transitions médicales s'ajoutent aux autres transitions à ces âges-là et va ajouter de l'incertitude. Or, là, nous avons trouvé des résultats assez complexes. D'une part, les transitions scolaires, comme l'entrée en sixième, l'entrée au lycée, on pouvait penser qu'elles étaient plutôt délicates et en fait, elles ont assez peu d'impact. Ce que nous disent les jeunes, c'est surtout, bon, il faut toujours réexpliquer quasiment chaque année aux encadrants et aux camarades leur maladie. La puberté, par contre, a beaucoup d'incidence pour les jeunes avec un diabète de type 1. Laurie, ce sont plutôt les filles qui nous en ont parlé. Laurie nous dit, la puberté, c'est une bombe, c'est un vrai cocktail Molotov pour le diabète, alors que les jeunes ayant un asthme n'ont pas d'effet perçu. Un élément qui est apparu et là qui est une originalité, je pense, des résultats, c'est les changements de technique et de traitement en fait, qui sont beaucoup plus délicats pour ces jeunes parce qu'en fait, ça va être tout un réapprentissage des techniques. Par exemple, donc en diabète de type 1, il y a des pompes, il y a de différentes façons d'insérer l'insuline et de calculer aussi ces taux
ces taux de glycémie, hein, il y a plusieurs appareillages, hein, et donc il faut à chaque fois réapprendre, et des jeunes que l'on pourrait croire voulant toujours des nouveautés techniques, eh bien tous et toutes ne sont pas favorables à ces nouveautés, il y a des résistances, bon, et d'un autre côté, il y en a qui demandent et qui n'acquièrent pas ces techniques. Un autre élément très important, c'est un autre passage, on va dire, qui peut avoir une incidence dans cette trajectoire de ces jeunes avec une maladie chronique, c'est l'entrée dans les études supérieures et quitter donc le domicile parental pour une partie d'entre eux. C'est compliqué parce que si on a des crismes d'asthme sévère ou d'hypoglycémie sévère, eh bien, il faut qu'il y ait un tiers, il faut qu'il y ait une surveillance. Et donc là, il y en a quelques-uns qui ont des astuces, ou en tout cas voilà, des aménagements comme une colocation ou un appartement pas très loin des parents, etc. Dans l'ensemble de ces transitions, comment apparaît là le passage entre pédiatrie et médecine adulte? En ce qui concerne le diabète de type 1, eh bien, cette transition est plutôt très formalisée et très travaillée, que ce soit dans les CHRU avec 2 consultations communes, des journées ou des demi-journées qui sont appelées de transition, un peu moins formalisée dans les centres hospitaliers parce qu'ils ont moins de personnel, mais dans l'ensemble, cette transition est bien vécue par les jeunes. Comme nous dit Samuel, eh bien, mon ancien médecin en pédiatrie était top, et puis mon nouveau, elle est vraiment trop cool. Donc oui, ça s'est super bien passé. Et même certains vont trouver que c'est bien de changer, en fait, comme Samia, bien sûr, les noms sont anonymisés, hein, donc qui explique: je trouvais que la pédiatrie ne me correspondait plus, je voulais plus de liberté, plus de choix. Pour l'asthme, la transition médicale ne fait pas sens, en fait. Parce que, comme on l'a vu, ils sont souvent assez peu suivis à l'adolescence. Souvent, ils sont suivis par un médecin qui s'occupe d'enfants et d'adultes. Et donc, il n'y a pas de transition. On a juste quelques cas qui ont été observés dans un même CHRU de consultation conjointe. Je voulais terminer quasiment avec la place de la famille, qui reste un référent central, même si cette place va être reconsidérée, reconfigurée à l'adolescence et à l'entrée dans l'âge adulte. Mais les parents sont vraiment vus par les jeunes comme un support, un soutien, plutôt que comme un manque d'autonomie s'ils sont présents, hein. Toutefois, les jeunes demandent quand même une indépendance, et ils peuvent avoir des conflits, hein, avec leurs parents, notamment s'ils trouvent que leurs parents ne leur font pas assez confiance, sont trop sur leur dos, comme ils nous le disent. Tous ne bénéficient pas toutefois de ce soutien parental, parce que on a observé des situations donc de fragilité. C'est lorsqu'il y a la maladie d'un parent ou aussi un autre frère et sœur qui est malade, lorsqu'il y a un emploi très prenant au niveau temporel, ou que l'un ou les deux, voire les deux parents, sont absents. La difficulté des parents, eh bien, c'est de trouver leur place avec justement l'avancée en âge de leurs enfants dans cette transition, dans ces transitions, parce qu'en fait, ils sont écartés petit à petit, hein, des consultations médicales, notamment en pédiatrie, puis ensuite en médecine adulte, des fois, ils n'entrent plus du tout à la consultation, pas toujours, hein, on peut en reparler si vous le souhaitez, et donc, ils ne sont pas toujours au courant de ce qui a été dit, ou bien ça va être dit médiatisé par le jeune, bien sûr, alors que dans l'accompagnement au quotidien, ils sont encore très présents, hein. Là, on est sur des âges 20, 21, 22 ans. Ils sont, voilà, même s'ils n'habitent pas chez leurs parents, les jeunes les appellent régulièrement. Tiens, combien je peux calculer? Qu'est-ce que je fais là? Ou bien j'ai telle crise, etc. Alors, quels apports pour l'action publique? Eh bien, comme on l'a vu en diabétologie, l'organisation des soins est plutôt particulièrement bien travaillée,
et donc les jeunes ont plutôt une appréciation positive. Un point d'ombre que nous avons pu mettre en évidence, c'est plutôt la coordination entre les CHRU, les CH, mais surtout entre l'hôpital et le libéral, qui fait qu'à certains moments, par exemple, lorsqu'un jeune va déménager, il va y avoir des fois des suspensions de soins parce que c'est compliqué de trouver un nouveau professionnel, médecin, dans une autre région. Voilà, en ce qui concerne l'asthme, eh bien là, par contre, on pense que l'organisation des soins, en tout cas dans les coins où on a, les régions où on a travaillé, pourrait être plus construit, plus cadré, avec plus d'explications du traitement de fond et qui pourrait justement être fait par les infirmières en éducation thérapeutique du patient. Là encore, la continuité entre les hôpitaux et le libéral serait sans doute à améliorer. Du côté des adolescents et des jeunes adultes, eh bien, on a vu qu'ils souhaitent que l'on reconnaisse leurs compétences, leur savoir. Parfois, ils ne se sentent pas complètement compris ou crus. Mais faire attention à ces compétences, à ce qu'on appelle la capacité d'agir, ne signifie pas les laisser seuls. Ils sont vraiment en souhait d'être accompagnés par leurs parents, leurs amis, leurs familles et par des professionnels à l'écoute. Alors, parfois, cette rhétorique que l'on voit de la crise d'ado, eh bien, que l'on perçoit autant chez les parents que aussi chez les professionnels, empêche parfois de voir ce besoin d'écoute des adolescents et de ces jeunes adultes qui ont besoin encore d'un support important. Donc, l'importance de discuter à trois voix est aussi un point d'attention que nous avons mis en évidence. Les jeunes, les professionnels, les parents, parce qu'à ces âges-là, les parents ont tendance à être un peu écartés du suivi et ça pourrait être peut-être amélioré. Ainsi, nous avons créé, c'est Eva Layakona notamment et Ludivine Berger dans notre équipe qui ont créé ces plaquettes qui sont sous forme numérique ou papier et que nous avons largement diffusé avec des points d'attention. Alors, on a fait par maladie parce que c'est vrai que les deux maladies sont beaucoup plus différentes qu'on avait pensé. Et donc, des points d'attention. Et voilà, si jamais cela vous intéresse, nous pouvons les diffuser de façon numérique et quelques publications également que nous pouvons vous transmettre. Merci beaucoup, Madame Vinel, pour votre présentation. Je vais prendre le relais pour vous poser un certain nombre de questions qui vous ont été adressées pendant votre intervention. Et puis tout d'abord, merci aussi d'avoir joué le jeu et d'avoir présenté tous ces mois de recherche en 15 minutes. C'est pas forcément un exercice très facile, mais merci pour ça. Alors, on a quelques questions, beaucoup qui concernent principalement l'asthme. Alors, la première, est-ce qu'on peut dire que les patients atteints d'asthme sont moins renseignés sur leur maladie et à quoi cela pourrait être dû? Alors, en effet, dans notre étude, en tout cas, et dans les régions où nous avons travaillé, les jeunes, donc les adolescents, donc on a bien travaillé sur une population particulière, des 11, 12, 21, 22 ans, sont moins renseignés, ont moins d'informations, ont une connaissance de leur maladie assez faible, comme je l'ai dit. Et alors, c'est dû, à notre avis, c'est ce que j'ai dit aussi dans la présentation, à un suivi quand même qui n'est pas très régulier. Alors, bien sûr, il y a là je généralise, je suis obligée d'aller vite. Lorsqu'il y a un asthme sévère, bien entendu, le professionnel le pneumologue généralement ou la pneumologue va demander des suivis réguliers avec 3 mois, 6 mois, parfois tous les ans plutôt, mais même voilà, un professionnel nous disait un suivi d'un asthme, c'est tous les ans. Donc, vous voyez, par rapport au diabète de type 1 ou en pédiatrie, c'est tous les mois, voire tous les 3 mois, c'est quand même beaucoup plus fluide. Et de ce que l'on a observé aussi, c'est quand même le manque en fait de personnel. Dans les services hospitaliers, il y a des fois une infirmière d'éducation thérapeutique, mais des fois non. En libéral, il n'y en a pas.
hein, et comme ils sont suivis en majorité en libéral, donc l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire vraiment être auprès du jeune, lui expliquer, lui réexpliquer à chaque fois, c'est-à-dire c'est pas une fois on explique, c'est peut-être plusieurs fois. Ça, c'est pas que pour les adolescents et les jeunes, hein, c'est aussi pour les adultes, hein. Donc oui, il y aurait besoin d'un suivi un petit peu plus précis, d'explications, surtout, comme je le disais, sur les traitements de fond. C'est vrai que les jeunes et leurs familles ne demandent pas forcément d'avoir plus de suivi, parce que tout ça, c'est toujours de l'investissement en temps. Mais on voyait avec ces jeunes qui ont fini aux urgences, alors sur un asthme très sévère, hein, qui finissent aux urgences plusieurs fois avec des crises où ils ont très, très peur pour leur vie. Si en amont, ça avait été un peu plus travaillé, peut-être ce serait plus simple. Bonjour, donc c'est un participant qui vous remercie pour cette présentation. Avez-vous observé dans votre étude une implication du médecin ou de l'infirmier scolaire dans le suivi, le parcours de soins des enfants? Et si oui, quel rôle peut-il jouer? Merci beaucoup pour cette question. Le médecin scolaire, alors bien sûr, ils vont intervenir quand il y a les PAIO à faire, quand il y a le parcours, hein, à faire en scolarité avec le dossier au départ qui est fait surtout pour le diabète de type 1, pour l'asthme éventuellement. Les infirmières scolaires, alors le médecin scolaire, il y en a tellement peu pour tellement d'élèves, il n'est pas présent au quotidien, hein, ça c'est clair. Il ou elle. Les infirmières scolaires, s'ils sont présentes et elles accueillent notamment les jeunes qui vont venir à midi. Nous, on a travaillé même un peu d'observation dans des collèges. Pour les jeunes qui ont diabète de type 1, elles l'accueillent à midi, elles ont le protocole. Si jamais il y a un problème, elles appellent les parents, elles sont vraiment en lien. C'est vraiment les soutiens au quotidien au collège, en tout cas, au lycée beaucoup moins parce qu'elles ne sont pas là tous les jours. En tout cas, là, on a pu observer. Donc, une implication, oui, des infirmières scolaires sur le terrain très, très présente. Même si les jeunes, comme je disais, sont un petit peu, sont un petit peu méchants quand même, hein, avec les infirmières libérales et scolaires. Libérales, c'est celles qui viennent à domicile parfois, parce que comme eux, ils acquièrent une connaissance quand même très fine notamment des calculs d'insuline, etc., et des techniques, c'est sûr que l'infirmière scolaire, c'est un peu moins. Mais ce sont des supports importants. Pour l'asthme, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait une infirmière scolaire qui nous dit « Oh, ils ont tous de l'asthme ». Donc, voilà, c'est une maladie, comme je disais, très intermittente pour certains, c'est-à-dire qu'une fois, il va y avoir des crises d'asthme, puis en plus, ensuite, ça disparaît. En principe, les jeunes devraient aller chercher leur ventoline à l'infirmerie, mais sincèrement, ça, ils ne veulent pas, parce qu'au contraire, il y a vraiment une autonomie par rapport à cette ventoline qu'ils vont utiliser. Par exemple, ils vont faire du sport. Si c'est un asthme d'effort, hop, ils prennent des bouffées pour pouvoir faire leur sport. Donc, ce serait à retravailler. C'est une bonne question, mais sur l'asthme et les infirmières scolaires, oui, ce serait à retravailler. Merci. Alors, une autre question de la part de Cyprien, qui est sociologue et qui demande quelle différence établissez-vous entre un traitement hospitalier et un traitement libéral? Quelle différence sur quel point de vue? Parce que sur l'encadrement, alors c'est vrai qu'on n'a pas... la différence, c'est le fait que les jeunes vont à l'hôpital. Par exemple, les DT1, ils sont essentiellement suivis en CHRU. Qui sont très, très performants au niveau technologique, hein. Et donc, d'ailleurs, les diabétologues en libéral nous disent très clairement, puisqu'on en a interviewé aussi, qu'ils ne souhaitent pas suivre les enfants
en tout cas les moins de 17 ans, 16 ans, parce que c'est la pédiatrie hospitalière qui est vraiment très pointue sur le suivi des jeunes avec un diabète de type 1, alors que les professionnels en libéral, en exercice en ville, quoi, le professionnel de ville va suivre beaucoup plus facilement les jeunes et les adolescents ayant un asthme. Comme je le disais, ces adolescents et jeunes ayant un asthme sont essentiellement déjà chez leur généraliste. Rares sont ceux qui vont aller faire des examens à l'hôpital, et à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'ils vont faire des examens à l'hôpital qu'ils vont être prise en charge à l'hôpital. La question de la répartition des patients, le fait un professionnel disait, bon, bah, s'il vient à l'hôpital mais qu'il est suivi en libéral, on ne peut pas, pour des questions de rapport à l'autre professionnel, lui dire, bah, tiens, venez vous faire suivre à l'hôpital. Voilà. Concernant le diabète de type 1, les solutions de e-santé facilitent-elles le maintien d'un suivi par un diabétologue de proximité ou par un centre expert? Et quelle est la place respective de ces types d'offres? Alors là, c'est une très bonne question qui n'est pas du tout apparue sur notre terrain des adolescents et des jeunes. C'est-à-dire que vraiment, il y a un suivi très, très régulier et très, je dirais presque cadré de ces jeunes, ces adolescents et encore les jeunes adultes. Hein. Donc nous, on a travaillé avec des jeunes jusqu'à 22 ans. On leur demande, c'est-à-dire que quand moi j'étais avec les jeunes, hein, je faisais des observations, quand ils sortent de la consultation, ils retournent au secrétariat, ils reprennent un rendez-vous pour la fois d'après. Donc ils sont très très suivis par leur diabétologue. Et donc, l'e-santé n'est pas du tout apparu pour le DT1. Donc, il faudrait voir peut-être pour les adultes, peut-être, mais au niveau de ces âges-là, ce n'est pas apparu. Je ne sais pas donc ce que je pourrais vous répondre. Merci. Une autre question. Alors, avez-vous pu collecter des données renseignant une différence de perception ou de comportement en fonction de l'origine sociale des jeunes? Oui, merci pour cette question qui permet de préciser. Bien entendu, là, j'ai dû être très globale. Alors, la question, il ne faut pas la trancher de façon... Nous, en tout cas, on a beaucoup réfléchi à ça. On n'était pas toujours tous d'accord dans l'équipe d'ailleurs, mais il nous semble que c'est pas tant... Alors, il y a deux éléments. La première, c'est que les classes moyennes et supérieures, c'est vrai, ont une habitude peut-être plus importante de tout ce qui concerne ce qu'on appelle la socialisation médicale, le vocabulaire, etc. Mais nous avons des jeunes et leurs familles de classes populaires qui eux-mêmes ont un savoir important parce que, par exemple, il y en a un ou une qui est un parent ou une grand-mère ou un frère et sœur qui est déjà, par exemple, diabétique de type 1 ou qui a une autre maladie, ou bien qui est aussi aide-soignante, aide-soignant, hein, il y a des comme ça, et donc il y a une socialisation aussi au vocabulaire, etc. Et puis ces jeunes, ils vont acquérir. Donc on trouve que c'est pas tant en termes de classe sociale que se jouent les différences qu'en termes, c'est ce que j'essayais de dire un tout petit peu tout à l'heure, de disponibilité. C'est-à-dire que et peut-être que les classes populaires les parents sont moins disponibles. Alors, on a vu des situations particulièrement de fragilité du support parental quand une personne vit seule avec ses enfants, alors qu'en plus, elle a un travail très, très prenant en temps et donc en énergie physique, etc. Donc, par exemple, une dame qui travaille à 5h30 du matin dans un supermarché avec des horaires aussi, donc le matin et puis ensuite le soir très tard, et donc qui est seule avec ses enfants. Je donne des exemples comme ça, mais qui me reviennent en tête. Une grande fragilité aussi quand il y a une autre pathologie dans la famille, c'est-à-dire que là, voilà, pour gérer tout ça, parce que c'est une question aussi de gestion du temps, hein, les maladies. Hein.
et une fragilité quand, je disais, l'un des parents n'est pas là. Donc, oui, des différences sociales, mais surtout dues aussi, alors que les familles de cadres, par exemple, ben, ils peuvent plus facilement se libérer une demi-journée pour aller faire le suivi avec leurs jeunes, hein, même à 20 ans, 21 ans, on se libère, ce que ne peuvent pas faire les ouvriers, par exemple. Hein. Et donc là, on voit plus les conditions de travail que les capacités à acquérir des connaissances. Là où on avait quand même une personne, enfin quelques personnes, non, une même, c'est des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Alors là, pour eux, ça peut être compliqué parce que dans le diabète de type 1, il y a tous des calculs, enfin c'est assez, il faut avoir une petite base quand même. Voilà. Merci. Je vois que le temps avance, donc je vais vous poser les dernières questions. Alors, il y a une personne, Rosine, qui voudrait que vous rappeliez en fait sur quel département ont été faites les études. Alors, je suis désolée, mais je ne vais pas le faire parce qu'en fait, notre étude est anonyme. Donc, ce n'est pas un diagnostic de CHRU, de CH, etc. Donc, nous avons, voilà, c'est une étude, on ne pourra pas dire les départements. Très bien. Avez-vous une visibilité sur l'augmentation respective des deux pathologies en rapport avec la pollution de l'air, la malnutrition et ou un contexte familial complexe, comme par exemple une famille recomposée, une séparation, de nouveaux partenaires chez les parents? Et ensuite, quelle corrélation avec la prise en charge ou son absence? Alors, notre étude ne portait pas du tout sur ces questions. Alors, donc, je n'ai pas de corrélation, je ne suis pas épidémiologue, hein, je suis sociologue. Et voilà, sur l'augmentation, lorsqu'il y a un parent absent, je pense que ce serait compliqué quand même de faire cette causalité. Mais comme je le disais, il peut y avoir des fragilités lorsque un parent est absent. Mais voilà, non, je n'ai pas de réponse. Ce n'était pas l'objet de l'étude. Merci. Alors, une question, je ne sais pas si elle est complète. Alors, les maisons des adolescents ont-elles une visibilité? Alors, je ne sais pas, j'imagine sur les inégalités en fonction des parcours de soins. Est-ce que du coup, ça se retrouve aussi au niveau des maisons des adolescents? Ou si la personne qui a posé la question veut peut-être préciser un peu plus ce qu'elle veut dire? Alors, moi, je peux avoir une réponse sur les maisons des adolescents parce que justement, dans un des CHRU dans lequel on avait travaillé, il y a des journées de transition chaque année. Donc, pour faire la transition de la pédiatrie à la médecine adulte, comme je disais, c'est souvent très organisé. Et ils présentent la maison des adolescents aux jeunes. Ils y vont ensemble, etc. Ce qui fait que ça permet à ces adolescents qui ont 16, 17, 18 ans, ça dépend, de connaître ce lieu et de trouver un nouveau support ou un autre support s'ils ne le connaissaient pas. Donc, ça pourrait être intéressant que les maisons des adolescents soient plus présentées, soient plus connues par les professionnels qui suivent les jeunes. Oui, en effet. Ça permettrait de diffuser ce lieu et de le faire connaître auprès des jeunes et des adolescents. Merci. Et je vais prendre la dernière question parce qu'on est déjà bien au-delà des 30 minutes de ce format de café. Alors, il y a une personne qui est intéressée pour recevoir des plaquettes. Est-ce qu'on peut, enfin, où est-ce qu'on peut les recevoir en fait, se les procurer? Alors, il faut m'envoyer un mail, ce sera le plus simple. Hein, si j'ai pas une centaine de mails qui m'arrivent, je vous le dis. Hein, donc, c'est virginie.vinel, V-I-N-E-L, univ-fcomte.fr. Peut-être qu'on pourra le diffuser, ou bien vous demandez à l'IRESP qui vous le renvoie. Ça peut être, voilà, je l'enverrai sous forme numérique. Et s'il y a vraiment des demandes sous forme papier, nous en avons encore. Donc, on peut aussi, selon le nombre que vous souhaitez. Oui, très bien, merci beaucoup. Désolée pour les autres questions, on n'a pas pu
toutes les discuter parce que par manque de temps, mais en tout cas, merci beaucoup Madame Vinel pour votre présentation et pour ce temps d'échange avec les participants. Oui, tout à fait. En fait, nous vous invitons à suivre nos actualités, les actualités de l'IRESP